Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui de la semaine numéro 8 qui s'est étalé du 16 au 22 février. Bizarre d'enregistrer ça maintenant, alors que je n'ai pas terminé d'enregistrer ma semaine 7. J'ai pris du retard en fin de semaine, mais c'est pas très grave. On continue le petit rythme normal et je rattraperai. J'aurai le temps, j'ai toute la semaine, j'ai déjà fait la moitié, ce sera la semaine dernière. J'ai fait mes enregistrements jusqu'à mercredi, et après, à la fin de semaine, je me suis fait bouffer par l'escalade dans tous les sens. Avec une séance classique, avec les demi-finales des championnats de France à regarder, avec une séance bonus dans l'autre salle de la ville, avec un groupe hétérogène très cool, un camarade de grimpe habituel, un camarade de licence qui a fait sa deuxième séance, et mon frère qui a fait sa 10e, un truc comme ça. C'était très hétéroclite, c'était intéressant. Et je suis content de ce que j'ai fait. J'avais 10 murs de retard dans la salle parce que je ne sais pas aller depuis un mois. J'ai fait les 4 premiers niveaux sur les 10 murs, soit 40 blocs, ce qui est une bonne quantité. Et malgré ça, j'ai réussi à passer 6 rouges, qui est un peu plus le niveau dans lequel je dois travailler dans cette salle. Mais je me suis également lapidé la main. C'était samedi après-midi, donc il y a 48 heures. Là, j'ai un énorme bout de peau en moins au bas de ce doigt. C'est très chiant pour mettre la main dans la poche, pour serrer des mains, pour tenir un stylo. Et ouais, c'est un saut qui s'est mal passé. Il y avait des bonnes mains, des bons pieds. Le but c'était prendre beaucoup d'élan avec la jambe gauche, la remettre sur le pied de départ, sauter très fort pour choper une prise très loin à gauche, et te bloquer en pomme, comme ça par en dessous, sur du plastique pour t'arrêter. Mais j'ai fait 4 ou 5 essais d'affilée, c'était très loin, donc j'ai voulu pousser extrêmement fort en me concentrant surtout sur la main, et j'ai raté le pied de départ, qui fait que j'ai poussé dans le vide, et que je suis donc tombé très fort en avant, droit dans le mur, qui est hyper abrasif dans la salle, donc je me suis scalpé un bout de main. Hilarant. Voilà. Et en dehors de ça, sinon, c'était trop cool de regarder le championnat de France, demi-finale et finale. Côté femme, j'ai eu peur que ça ne soit pas très intéressant, parce qu'il y en a une qui a défoncé les demi-finales, en réussissant 4 blocs sur 4 sans montrer la moindre difficulté, pendant que les 7 autres finalistes ont réussi seulement un bloc, voire 2 zones, donc 2 moitiés de bloc. Heureusement, la finale s'est jouée à un seul essai d'écart, c'était un peu plus intéressant, un peu plus cool à voir. Et côté homme, c'était très prenant, parce que on a des favoris qui sont bien passés à côté. En même temps, il y avait beaucoup de favoris côté homme, j'ai envie de dire. Donc il y a eu un gros match, c'était intéressant. Dommage pour la blessure côté homme, parce qu'on a eu 2 blessures. Une en demi-finale, une en finale, c'est dommage. Peut-être un poil trop physique ou un poil trop coordonné. Voilà. Semaine très escalade, un coup de famille, et 0 travail ce week-end. C'est pour ça que je suis pas à jour sur le podcast, mais on va essayer d'enregistrer ça ce soir. Là, on parle vite fait de la seule œuvre que j'ai lue cette semaine pour l'instant, et après on va enchaîner sur la fin de la semaine 7 avec quelques trucs intéressants. Cette semaine, est-ce que j'ai des trucs prévus? Vous le verrez bien bientôt si j'ai des trucs prévus. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, et surtout comment est-ce que vous allez. Si l'épisode vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, partage, pouce bleu, des étoiles sur les plateformes de podcast. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le volume 5 de High Shield 21. C'est bizarre de parler du volume 5 maintenant, puisque pour l'instant je n'ai parlé que des 2 premiers, et que les 2 autres sont dans les œuvres que j'ai en retard et que je vais sans doute faire. Normalement je vais pas me mélanger, c'est mes souvenirs les plus frais, ce sera le plus pratique. Mais bon, attention, c'est pas le plus évident de faire comme ça. Et pour l'instant c'est bizarre.
J'avais un, bien meilleur souvenir pour l'instant de, ma découverte de l'œuvre, en scan il y a un petit moment. J'avais un gros souvenir des personnages, de leur entraînement et des moments de fou dans les matchs. Pour l'instant, les personnages, c'est bon, les entraînements, c'est bon, les matchs, on est loin d'être dans l'intérêt. Sans doute que ça va monter en puissance, qu'on est qu'au volume 5 sur 37. On a encore le temps de faire monter la sauce très largement dans des matchs plus denses, avec plus de personnages, avec plus d'enjeux, avec plus d'évolution. On est toujours sur de la mise en place de l'équipe finalement. Bref, notre équipe justement assiste à l'affrontement entre les Hojo qui les ont éclatés et l'équipe des Cowboys. Et les Hojo étaient en difficulté. Ils ont pas de receveur, alors qu'en face, il y en a un qui est monstrueux, et ça faisait une grosse différence jusqu'à ce qu'ils disparaissent du match et qu'ils puissent reprendre l'avantage. Ce qui donne encore un immense coup de fouet à Shin. Le personnage est très intéressant dans son jusqu'au boutisme. Il se donne vraiment à fond, et il supporte pas le moindre échec, parce que ça le met face à une faiblesse qu'il réfute totalement. Retrouve donc, notre équipe en plein entraînement, physique, en faisant littéralement, du BTP. Ça marche bien, ça raconte pas grand chose ni rien, mais c'est une bonne façon d'entraîner les personnages de manière discrète et sans faire du football américain dans tous les sens. On prend. Long passage à l'hôpital pour aller voir, Sakuraba, mais hyper intéressant. Je ne m'attendais pas à ce qu'un personnage secondaire dans une équipe adverse, même la principale, ait déjà autant de sujets de longue haleine avec lui. Toutes les discussions sont très dures. On découvre leur recrutement à lui et à Shin qui se fait en duo, et c'est parce que c'est un duo que c'est dur, tu vois. Ceux qui n'ont vu que son physique et l'ont félicité rien que pour ça, pendant que ceux qui réfléchissent correctement voulaient juste Shin et l'ont pris avec finalement. Et Shin qui a toujours été monstrueux et le meilleur nouveau. Donc c'est dommage, c'est dur de s'imposer, d'autant plus quand tout le monde te voit directement comme un héros et que t'es pas du tout au niveau. Et c'est quelque chose qui est connu et qui marche bien, le fake it until you make it. Donc ben faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Il est aidé par Shin qui est direct et qui lui avoue que franchement, c'est presque limite plus simple depuis qu'il est plus là. Avec le jeune qui est fan de lui et de ses réceptions, avec Monta et Senna qui sont là et qui sont prêts à le relancer. Alors que ça leur fera un sacré poids en plus à affronter. C'est très cool. Et derrière, petit match d'entraînement avec gros enjeu pour se préparer pour la deuxième étape qualificative pour le Christmas Bowl. C'est-à-dire que euh, les médias veulent faire un match d'exhibition entre les USA et le Japon, avec un tirage au sort pour l'équipe du Japon. Choisissent l'équipe des Sphinx. Iruma, qui est trop fort et illégal et qui arrive à tout gérer, organise un match contre eux pour désigner les représentants. Match qui va mettre en avant les lignes de défense, comme l'indiquait la couverture qui fait apparaître les trois frères AA, qui sont dans l'équipe par hasard et par chantage, et avec zéro envie. Ils se barrent, et comme par hasard, tombent sur les adversaires qui vont arriver, qui se foutent de leur gueule et qui les éclatent. Gros sentiment de défaite, ils sont prêts à se battre à fond. C'est très simple, mais en même temps, ben, c'est ce qu'il faut pour motiver ce genre de personnage. Donc, on prend. C'est un peu dommage de l'écrire comme ça, mais c'est ce qu'on veut. Et voilà, et pour l'instant, le match, ben, gros combat entre les lignes. Link qui se fait éclater et moquer, puis qui se réveille, qui est très motivé, qui fait des énormes coups, et qui utilise des techniques un petit peu étranges et limites en tirant les manches. À voir où ça va mener, et en espérant un réveil un peu plus intéressant des frères AA. Mais ouais, c'est dommage que vraiment le volume est diminué par le match. Tout ce qui est
Hors des matchs, donc le passage à l'hôpital avec Sakuraba, c'était excellent. Dans les matchs, c'est pour l'instant un peu long pour pas grand-chose. Ensuite, j'ai lu le roman La Cinquième Porte de Super Flame, son quatrième calendrier de l'Avent, qui date du coup de Noël 2021, et dont je n'avais aucun souvenir, parce qu'il date d'il y a 4 ans, bien évidemment déjà, et parce que j'ai suivi d'autres histoires de Super Flame depuis, et les autres calendriers également. Ce qui fait, qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était totalement des nouveautés et des surprises à chaque fois. Après, si j'en ai aucun souvenir, peut y avoir et le temps et le fait d'avoir lu autre chose, ou peut-être le fait que ce soit une histoire qui est un peu fouillis. Je sais pas, hein, lequel des deux c'est, hein, peut-être les deux. Parce qu'au final, la version roman là que j'ai ici, je l'ai lu sur quelque chose comme ça. Parce que si on regarde mon fichier de mini-critique de 2025, qui est là, au niveau des romans, le dernier que j'ai terminé c'était le 16 mars. J'ai peut-être pas commencé directement, mais techniquement, depuis le 16 mars, le seul roman que j'ai lu petit à petit, c'est celui-là, alors qu'il est pas bien long. 11 mois pour un roman de 24 chapitres assez court, c'est pas fou. Et ça n'a pas aidé non plus à fixer et créer des souvenirs assez étonnamment. C'est le premier calendrier qui fait intervenir le monde d'Egadia, donc le monde de fantasy qu'il a créé et depuis lequel il a fait la grande majorité de ses aventures depuis. Parce que sinon c'était notre monde normal avec un peu de fantasy dedans. Là c'est un monde à part où c'est full fantasy et où il est beaucoup plus libre. Et même son jeu est basé sur le monde d'Egadia plutôt. Donc énorme boulot pour introduire tout un univers avec toute sa magie, toute sa politique, toutes ses guerres, tous ses peuples et plein de gens. Et justement, ben cette découverte, elle est assez vide et assez vaine, je trouve. Déjà, rien que les mécaniques de base est pas très intéressante. T'as tout notre petit groupe qui est en quête d'une solution, mais comme ils rentrent tous en même temps dans le portail de téléportation, ils sont séparés en deux groupes, histoire qu'on puisse découvrir différents clans et différents camps du monde en parallèle, avant d'essayer de les faire converger grâce à leur objectif commun. C'est une bonne façon hein, d'essayer de passer outre les guerres et tout ça, d'apporter une propre quête annexe qui peut aider un peu tout le monde en offrant des trucs par-ci par-là. Mais bon bah, on voit largement les mécaniques, et bah l'univers il fait assez vide. Oui, on a 3 pays, oui, il y en a 2 qui sont en guerre, oui, on a des clans dans les plaines. Ça marche niveau création d'univers, mais c'est pas si recherché que ça. Quitte à faire un monde 100% fantasy, on pouvait s'attendre à plus de fantasy. Et surtout au niveau des personnages, j'en ai pas retenu un seul du monde d'Egadia. Il y a Talbor, l'homme taureau, parce que j'ai un autre roman avec sa tête dessus qui est là-bas, et que j'ai acheté il y a un moment et que j'ai jamais lu. Donc je sais qu'il faut un peu le retenir. Mais le reste, ça m'est sorti de la tête directement. Mais sinon, sur le fil rouge en lui-même, c'est cool, tu vois. Une énorme explosion mystérieuse dans la ville habituelle. Okubo, qui est grave stylé, qui arrive à arrêter cette explosion dans le temps et à la contrôler et à la gérer pendant 24 jours. C'est trop stylé et c'est un gros sacrifice. Et l'équipe qui part chercher une solution, qui est de ramener 5 porteurs de portes. Donc bah c'est en les cherchant qu'on découvre les Gadia. Il y en a 2 qu'on découvre un peu plus et qui sont intéressants, 2 qu'on connaissait déjà, et un qui est extrêmement sous-exploité. On nous dit que c'est le descendant d'un dieu ultra fort, on nous dit qu'il est hyper méchant, il a plein de pouvoirs mystérieux et il pourrait faire plein de trucs, mais il en fait rien. Il suit tout le monde, il récupère sa femme. Tu m'étonnes que je n'avais aucun souvenir de cette 5ème porte. Autant les 4 autres j'avais, parce que les personnages fonctionnent un peu plus dans ce roman-là et sont utilisés par la suite dans l'univers d'Egadia.
Autant le cinquième, bah, 100% oublié et je vais le réoublier, très prochainement, hein. Et voilà, c'est déjà à peu près ce que j'ai à dire dessus. C'est assez peu, hein, pour un roman de quand même quelques pages que j'ai lu sur 11 mois. Mais en même temps, bah, c'est à l'image des souvenirs qu'il m'a laissés. Et en plus, comme c'est surtout des textes que Super Flame a écrits pour les lire, vu qu'à la base il est plus conteur que écrivain, il y a pas mal d'erreurs de syntaxe, de mots en trop, d'orthographe, qui te sortent à chaque fois que tu les vois, c'est terrible. Et je pense qu'en même temps, bah, c'est pas hyper bien fait pour être enchaîné. Le format est très sériel, à regarder un petit épisode de 10 minutes tous les jours avant Noël. Là, en enchaînant, parce que j'ai bien enchaîné là, tout d'affilée, le rythme global est bizarre. Parce que les chapitres, c'est vraiment genre un petit bout d'histoire complet, tu vois. Et c'est pas censé être autant découpé en temps normal. Donc ça sera un simple C. Ensuite, j'ai lu le volume 21 de Chainsaw Man. C'est fou de se dire qu'au prochain volume, on sera déjà sur une partie aussi longue que la première en nombre de volumes. C'est allé très vite. Et en même temps, bah, j'ai pas l'impression qu'au niveau de l'histoire, on ait beaucoup avancé ou qu'on ait eu beaucoup de choses intéressantes. La présentation d'Asa, quand c'était le seul personnage, c'était très cool. L'évolution de la relation entre Asa et Denji, c'est très cool. Le reste, la construction globale, les méchants, les différents plans, ça me laisse un peu en plan. Du coup, c'est le même mot. Parce que par exemple, dans ce volume-là, on finit d'affronter le démon vieillesse, avec un truc très rigolo visuellement. Notre équipe est enfermée dans un monde possédé par le démon vieillesse pour leur apprendre à laisser tomber leur vie, devenir des arbres, prendre tout le temps possible pour atteindre la vraie humanité. Mais bon, bah, ils veulent pas, évidemment, ils veulent vivre pour de vrai. Et le combat se fait donc à travers la bouche de Denji. Les attaques où les personnages doivent rentrer dans sa bouche et sortent dans la bouche de Chainsaw Man dehors pour attaquer. C'est rigolo, c'est bien trouvé. Malheureusement, le final ne ressemble à rien visuellement et je ne comprends pas ce qu'il raconte. On fait venir Yoshida, c'est cool de le faire plus présent dans cette partie 2, mais il est bizarre comme personnage. Et on les force plus ou moins à créer une alliance avec lui alors qu'il a bien fait chier Edenji et Asa. Donc c'est pas une alliance facile à créer et c'est donc intéressant. Mais le final, c'est juste qu'il soumet une de ses sous-fifres et ça fait une sorte de gros bébé pieuvre géant. Il fait des trucs visuellement cool, mais si ça pouvait avoir un peu plus de sens, un peu plus facilement clair, ça serait bien. On arrive à la partie que j'ai préférée du volume, le moment où les personnages reprennent tous ensemble une vie normale, alors qu'ils sont vraiment pas dans le même camp à la base, alors qu'ils vivent des trucs horribles tous les jours. C'est très drôle. C'est toujours très forcé à quel point Denji est en chien, mais ça marche bien dans ses motivations et dans ses gags. Et j'ai passé un super bon moment. Tout le passage où Yoru est juste prête à passer du bon temps, parce qu'elle fusionne un peu ses sentiments avec ceux d'Asa, qu'elle est optimiste pour la suite, qu'elle est ok pour abandonner un de ses plans pour affronter le gros ennemi qui arrive. Elle donne de l'amour, elle fait se poser des questions. C'est un peu con-con, parce que c'est vraiment une relation ouh, catastrophique, dira-t-on. Mais en même temps, bah, ils sont super mignons et trop agréables à suivre. Et d'un coup, il y a le fil rouge qui avance, mais on s'en fout un peu, je crois. Ça part d'un point intéressant, qui est d'essayer de vivre une vie normale et heureuse au lycée, même malgré le monde qui est actuellement. Plein de démons, plein de parents morts, plein de dangers. Très cool, et ce serait important de le traiter. Et bah ça l'est pas, parce que ça nous présente un des démons de l'apocalypse, là, un des 4 cavaliers, dira-t-on, qui a un caractère particulier,
et qui veut sauver tout le monde en les tuant. C'est pas la meilleure des façons. Ça représente très mal son concept du coup, donc c'est bizarre. Parce que on apprend la vérité sur un autre cavalier qu'on connaissait, et c'est à partir de cette vérité-là que ça rend bizarre cette présentation du personnage. Et je vois pas ce que ça change. Qu'on ait eu connaissance du personnage plus tôt et que c'était juste pas sa bonne identité, je comprends pas ce que ça change. Pourquoi c'était créé comme ça. Voilà. Je suis toujours perturbé par la globalité et le point visé par Chainsaw Man en règle générale. J'arrive pas à comprendre où ça va, j'arrive pas à comprendre la construction globale de l'univers, et donc je n'arrive à kiffer que des passages bien centrés, qui ont bien un début, bien une fin, et qui sont fonctionnels. Et souvent, bah, sans combat, et avec des bons persos. Et c'est plus avec une relecture complète qui assemblera tous ces bouts bizarres ensemble pour faire «Ah! Ça fait une jolie image, en fait!» que ça aura du sens. Parce que pour l'instant, cette partie 2, il y a plein de passages épars que j'aime bien, mais la globalité, pour l'instant, elle m'indiffère au plus haut point. Ça sera donc un C. Ensuite, j'ai lu le volume 6 de High Shield 21, et je n'arrive toujours pas à me décider. Est-ce que c'est moi qui suis devenu plus compliqué qu'à ma première lecture? Ou est-ce que c'est vraiment le début qui est beaucoup plus mid que le reste et je l'ai 100% oublié? Je ne sais pas, ça fait quelques volumes où je mets juste la note moyenne, parce que ben les matchs fonctionnent, les personnages ont des bons trucs, mais c'est toujours assez mitigé. Parce qu'il y a des passages très cool dans le match, hein. On est toujours face aux Égyptiens qui ont une ligne de défense immense, et par leur taille, et par leur corpulence, et par leur niveau. Et on a Senna, qui doit courir dans tous les sens, qui pourrait gagner quelques mètres en filant en touche pour éviter les dégâts, mais qui est prêt à avancer de quelques mètres de plus en fonçant droit sur la ligne. Il a grandi, il a moins peur, il devient très efficace. On a un passage très réussi pour Monta également. Il se fait rétamer au corps à corps par son adversaire du moment. Mais ben, c'est pas son rôle de faire du corps à corps. On lui explique, alors qu'il pensait que son rôle était fini, que même au football américain, faire que de la réception c'était nul. Mais on lui dit non. Toi, tu dois lire les espaces, tu dois te placer correctement, tu dois aller plus loin et éviter le corps à corps. Et effectivement, il a une belle action super cool, ça marche très bien. Mais le gros sujet de ce match, c'est les combats entre lignes, vu que c'est littéralement le truc principal des Égyptiens, et que le but c'est de développer la ligne des Daemon. Et drôle au niveau des trois frères AA, qui se moquent beaucoup à la moindre victoire, et qui se questionnent sur jusqu'où ils doivent aller pour considérer ça comme une victoire totale. Ah, et drôle sur Komusubi, qui a l'impression d'être méga faible dans sa tier list, en voyant les autres s'améliorer, et qui fait un joli coup. Mais en même temps, bah, elle raconte pas grand chose. Elle tient, elle avance et elle évolue en changeant de technique dans tous les sens. Parce que ben, les personnages de cette ligne sont plus complets que ceux de la ligne égyptienne qui sont juste très forts et très balèzes. Donc il peut faire plein de trucs spécifiques et ça marche bien. Et j'aime beaucoup ce qu'on a pour la dernière action. Un effectif complet contre effectif complet, c'est stylé. Et la nouvelle technique de Senna qui n'a plus peur du tout de se blesser et de créer des idées qui sortent un peu de nulle part, c'était stylé. C'est un match plutôt propre. Malheureusement, au niveau de ses promesses de développer la ligne, c'est pas assez poussé, hein. Si les frères AA et Komusubi se limitent à ça, ils sont drôles, mais c'est assez limité, hein. Senna et Monta ont eu le droit à beaucoup plus, en une action chacun. Et j'aime beaucoup comment ils font changer le résultat du match en fonction du contexte global du terrain et du match, et en fonction des Américains qui arrivent le lendemain. C'est malin, Iruma, toute sa splendeur.
qui est pour l'instant, inexistant en match. Ouais, je crois que c'est ça qui me perturbe, c'est qu'il y ait autant de différences entre la réussite hors des matchs et les caractères et évolutions des persos, et ce qu'on a pendant les matchs, qui est pour l'instant un poil limité. Mais en même temps, on est toujours dans la phase de présentation avant le vrai tournoi important censé mener au Christmas Ball. Au niveau des différentes équipes adverses, au niveau des Daemons qui évoluent et qui grandissent, et encore au niveau des Hojo. Ils ont le droit à ce qu'on voit un nouveau match de leur part, et Ensemble et Sakuraba tout seul sont encore face à des milliards d'échecs, genre très largement, tu vois. Mais c'est ça qui les permet de se remettre en question, d'évoluer et d'aller de l'avant. Et justement, bah, plus t'as d'échecs, plus tu sais sur quoi bosser, plus t'es motivé, et pas toujours rien qui se font écrabouiller. Mais quand tu te relèves, normalement, tu repars de plus belle. Voilà. Mais on a profité pour présenter un nouvel adversaire de taille pour le prochain tournoi, avec les Shinryuji, qui sont la légende invaincue de ces tournois-là, qui ont deux jumeaux principaux, un qui représente le mal absolu, qui ne s'entraîne jamais, qui a un caractère de merde, mais qui est un génie, et un qui bosse de fou et qui est un bon joueur, et également pour présenter le meilleur réceptionneur de tous les temps, qui a un giga-jeu aérien. Donc des ennemis globaux, un peu pour tout le monde. On est prêt la prochaine fois pour un match d'exhibition contre les Américains. Et surtout, on est de plus en plus prêt pour aller vers le vrai tournoi et le vrai lancement du manga, une fois que toutes les équipes sont en place, ainsi que Daimon. Le potentiel. Le potentiel. Ensuite, j'ai vu le film F1. Déjà, on enchaîne un petit peu, ça fait plaisir. Notre deuxième film pour découvrir tous les films nommés pour l'Oscar du meilleur film de 2026. On a vu et on a parlé de Sinners dans l'épisode précédent. Là, on parle de F1. J'espère en voir au moins un autre ce week-end, et on sera déjà pas mal. En ayant vu 3 en une semaine, on sera pas dégueu. On est toujours pas proche des 10, mais ça va se faire, ça va se faire. F1, j'ai évidemment vu la sortie en salle pendant l'été. Ça ne m'a pas parlé du tout, parce que c'est fait par Joseph Kosinski, dont j'ai vu Tron l'héritage au cinéma, à sa sortie, avec mon oncle et mon cousin. C'est littéralement le seul film que j'ai vu au cinéma avec mon oncle, un des deux films que j'ai vu avec mon cousin au cinéma, l'autre étant Mad Max Fury Road. Et Tron l'héritage, bon, c'était un bon moment, hein. On a fait un fast-food ensemble avant, on est allé au cinéma, c'était cool. Le film en lui-même, il est bien oubliable. Oblivion, j'ai pas vu. Line of Fire, j'ai pas vu. Top Gun Maverick, j'ai préféré celui-là à Top Gun de base, mais ça me parle pas tant que ça. C'est hyper viriliste dans tous les sens. Que des hommes qui font des trucs d'hommes. Homme. Et avec des avions, ça me parle pas du tout. Spider Edge, je connais pas. Et la F1, ça ne me parlait pas. Parce que c'est un domaine très masculin, le truc d'homme avec des masculins dans tous les sens qui sont homme. C'est encore une fois quelque chose qui me parle pas. Et surtout, le domaine automobile, en général, je m'en balance. Je n'ai jamais regardé la moindre course automobile. Euh, Même moi, étant plutôt fan et public de tout ce qui se passe sur YouTube ou Twitch, je n'ai pas regardé une seule minute des 3GP Explorer. Alors qu'il y a plein de gros événements comme ça que j'ai regardé, mais les trucs de foot ou les trucs de Formule 1, j'ai pas regardé, ça me parle pas. Et bah, fait qu'ils soient des influenceurs, ça change de rien. On les voit pas quand ils le font, donc je partais plutôt avec une appréhension négative. Encore plus en découvrant la durée du film avant de le regarder, parce que je l'ai lancé à 20h bah, mercredi soir, et je l'ai fini à 22h30. J'étais en mode 2h30 de film pour de la F1,
Je suis pas chaud chaud. Tu sais, l'espèce de chien là. Et d'ailleurs, après tout ça, en fait, j'ai vu les 3 Cars, et il y en a 2 qui étaient bien, alors que c'est des films de course. Donc en soi, si c'est bien écrit, si c'est cool, je prends. Justement, j'ai trouvé le film plutôt prenant. Je n'ai pas réussi à quitter l'écran pendant les 2 heures et demie de film, malgré le fait qu'il soit divisé en 9 parties, dirons-nous. Parce que l'écurie de F1 qu'on suit, ils ont 9 grands prix pour atteindre leur objectif. Donc on voit plus ou moins les 9 parties, dira-t-on, et les 9 chances. Et c'est hyper immersif tout le long, les différentes courses, les différentes façons de les filmer, sans que ça soit redondant entre les 9 courses, sans que ça soit long ou désagréable à suivre, avec un intérêt certain pour les 2 scènes avec la vision un peu plus brouillée. Une fois parce que le personnage est en rage ultime et conduit en pure automatique basé sur sa rage, sa attaque sur champ de vision, ça marche bien. Et une autre parce que je ne sais plus la raison, c'était la raison à la fin, mais c'était cool. Et ouais, le film est super fonctionnel. On a une rivalité viriliste à la con entre les 2 personnages de cette écurie de F1, avec une relation très logique et cousue de fil blanc, mais en même temps, ça fonctionne bien. Ils s'apprécient pas du tout, puis arrivent à s'effacer un peu pour l'autre, puis veulent aider mais n'écoutent quand même pas, se font la gueule, se réapprécient à nouveau. Truc un peu classique. Mais ben ça marche pour coller à cet objectif d'atteindre un bon score en 9 grands prix. Par contre, il y a pas mal de choses qui m'ont emmerdé et qui ont fait perdre des points. Heu, Encore une fois, c'est souvent que je maintiens ce point dans les points négatifs, la relation amoureuse qu'il y a dans le film. Ça sort de nulle part, ça va très vite, ils font un bisou, ça sert à rien, ils font un bisou, c'est fini. Heu, Peut-être que c'est pas nécessaire, qu'on n'a plus besoin de relations amoureuses quand ça n'apporte rien au récit. Et surtout quand c'est un peu comme ça, juste pour faire un peu un trophée et montrer que le mec est trop viril ou quoi. Au moins, le personnage féminin n'est plus limité qu'à ça maintenant, mais bon, bah, si elle pouvait s'en passer, ça serait pas mal. Autre point que j'ai pas trop aimé, heu, le fait que ça soit des gros mascus de merde. Dans leur relation en elle-même, ça marche bien pour créer de l'enjeu, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont des caractères horribles. Ça en fait des bons personnages, hein, évidemment. Du coup, bah, il y a plein de failles, il y a plein de trucs à réparer. Mais j'ai pas envie de les suivre et de les soutenir pendant 2 heures et demie. Les 2 sont horriblement chiants. Le dernier GP est un peu long aussi, dans les points négatifs que je dois citer. Le reste est bien rythmé, le dernier je le trouve un poil long. Il restait 30-40 minutes quand il s'est commencé. Alors oui, c'est là que ça allait tous conclure, les voix de tous les personnages, le paiement du traître qui avait misé contre eux et plein de choses comme ça. Mais ça traîne, putain. Et surtout, bah, je suis emmerdé avec le personnage de Brad Pitt. Il joue avec les règles dans tous les sens pour faire la course à son image. Et il est surpuissant. Il sait absolument tout. Il fait tous les bons choix stratégiques à la seconde près et beaucoup trop fort. Il apprend rien et ça sauve toujours tout. C'est pas des plus intéressants. Peut-être que le fait qu'il était avec un jeune qui est fort, il y avait moyen de lui faire apprendre des choses plutôt que de juste montrer qu'il est fort et qu'il peut choper de femmes. Je sais pas, hein. Voilà. Et du coup, je suis perturbé. Je soulève beaucoup de points négatifs, mais mon appréciation globale et le plaisir pris devant, ben, c'est bon. C'est pour ça que les notes, c'est toujours apprendre avec des passettes, c'est pas super pertinent, je trouve. Rien à dire de plus, j'ai passé un bon moment, mais il y a de sacrées failles, eh ben. Ensuite, j'ai lu le volume 1 de Ichi the Witch, la grosse sortie manga de ce début d'année 2026.
Parce que je vois des pubs, clairement, partout. Sur, plein d'abris de bus. J'ai vu en allant à ma compétition à 1 heure et demie de route, là, il y a 2 semaines. Partout dans les librairies. C'est mis en avant par Kiun dans son, livre de, cartes à collectionner, qui commence, ce mois-ci et qui vont, s'étaler jusqu'à novembre. Classeur de cartes avec plusieurs de leurs séries phares. C'est la deuxième édition de ces Kiun All-Stars. Je n'avais rien eu de la première, si je ne m'abuse. Et ça met en avant les carnets de l'apothicaire que j'ai jamais lu, Pandora Earth que j'ai jamais lu, Kindergarten Wars que je lis sur Manga Plus, Valkyrie Apocalypse que j'ai jamais lu, My Hero Academia que j'ai évidemment lu et dont on a parlé plusieurs fois dans ce podcast, Nine Peaks jamais lu, Freerun jamais lu, Jujutsu Kaisen malheureusement lu sur Manga Plus, Kamisama School lu sur Manga Plus, donc c'est Magie Lumière si je ne m'abuse, ça a l'air d'y ressembler, ou c'est même pas ça, je ne sais plus, et Ichi the Witch bien évidemment, qui commence là en France, mais que je lis sur Manga Plus depuis que c'est paru en français. J'avais un souvenir de départ plutôt correct et fonctionnel, et que c'était devenu excellent à partir de l'arc de Goku au volume 4-5 par là, mais genre vraiment excellent, parce que c'est devenu très vite parmi mes meilleurs classements du Jump depuis que c'est arrivé. L'année dernière, Ichi the Witch, c'est arrivé seulement au Jump numéro 33 sur 52. Il est classé 3ème à l'année. Il a fait 2 fois 5ème, 3 fois 4ème, 3 fois 3ème, 3 fois 2ème et 8 fois premier. Ce qui n'est pas dégueu. Et cette année, pour l'instant, il est premier au classement avec 5 fois premier, 5 fois deuxième. Donc on peut dire que j'aime plutôt bien. Et finalement, en lisant ce départ-là, c'était meilleur que dans mes souvenirs. Donc bon signe. On découvre donc le personnage de Ichi, qui est hyper décontracté et agréable à suivre. Il ne raconte pas grand-chose par lui-même pour l'instant, parce qu'il n'a pas spécialement d'objectif autre que continuer à chasser et à être un chasseur. C'est quelque chose de très important de son caractère. C'est plutôt original de le voir être fan de chasser des animaux, de les tuer uniquement quand ils cherchent eux-mêmes à tuer. C'est la mort pour la mort, c'est une bonne façon de voir les choses et d'être dans la gentillesse, on va pas se le cacher. Il est très solitaire, du coup, dans sa chasse depuis le début. À voir comment il arrivera à s'insérer dans des groupes qui ne veulent pas spécialement de lui à la base, ou au contraire qui justement l'adulent plus que tout. Et il est un petit peu foufou, bizarrement, hein, ça rentre pas trop dans les codes. Un homme sorcière, chasseur, solo en montagne. Mais en même temps, même s'il a un retard en magie pour affronter ses adversaires, il a de grandes connaissances en chasse, ce qui tombe plutôt bien puisque ses adversaires c'est des animaux magiques. On découvre Descaras, une sorcière à un niveau bien élevé et qui pour l'instant est surtout très drôle dans ses mimiques et dans son caractère bien pourri. On découvre les Magic qui ont un potentiel plutôt gigantesque pour créer des pouvoirs et des arcs intéressants. C'est des animaux liés à un élément qui représente quelque chose de naturel qui est sur Terre, qu'il faut affronter avec une épreuve spécifique que chacun a et accepte de donner ou pas, avant de pouvoir le capturer, l'utiliser, et même quand tu l'as capturé, il faut un peu l'apprivoiser, connaître ses pouvoirs pour s'en servir correctement. Donc en vrai, on a un gros potentiel sur les deux personnages et sur l'univers et ses adversaires. Et c'est très drôle pour l'instant, parce que les personnages ont des caractères de cons, ils interagissent bien ensemble,
que Ichi est prêt à suivre tout ça, tout ce nouveau monde, juste pour pouvoir chasser plus de trucs inconnus. C'est drôle d'être aussi loin dans sa passion. Une fois dans la ville des sorcières, bah, c'est, du pur développement et agrandissement, d'univers, avec, une hiérarchie parmi les sorcières, plusieurs groupes et surtout un test pour savoir si, Ichi représente un danger ou pas, parce que c'est le premier homme sorcier, parce qu'il a le pouvoir d'un magic, gargantuesque et même le test, il est débile. Voilà et ça marche bien, ça rend bien. C'est de la pure mise en place, c'est hyper efficace, les personnages sont bons, l'univers est prometteur, c'est très drôle. En vrai, j'ai été bien surpris par rapport à mes souvenirs. À voir en route avec, le prochain volume qui est déjà sorti, avec les un ou 2 volumes qui restent avant que l'arc que j'ai trouvé excellent et à voir, l'arc que j'ai trouvé excellent, comment il rend en volume relié. Normalement, j'ai réduit le nombre de nouveautés. On dirait pas, vu le nombre de mangas que j'ai à traiter tout le temps, mais c'est parce que c'est des rattrapages que je fais d'occasion pour rattraper soit des séries qui me tiennent vraiment à cœur, comme High Shield et Space Brothers, soit des parties complémentaires, parce que j'avais déjà un peu de JoJo, j'ai pris les autres par exemple. Donc j'ai assez peu de nouveautés, mais là, Itchy the Witch, je ne voulais pas le rater, et c'est bien tombé, parce que dès le premier volume, c'est un A. Et ensuite, j'ai lu le volume 7 de High Shield 21, où l'excellent côtoie l'ennui, comme ce qu'on a depuis un petit moment, malheureusement. Et c'est chiant, parce que l'excellent est vraiment excellent. Les Américains qui refusent d'affronter notre équipe japonaise parce que c'est des putains de menteurs et qui font n'importe quoi. C'est réaliste et ça marche bien. Piou piou les Américains, hop là. Hiruma qui sert encore uniquement pour forcer les gens à jouer contre eux et à forcer une amélioration gigantesque. Il a un plan global, pour l'instant il n'est pas très développé, mais sa façon de faire elle marche bien. La présentation de Panther, le coureur de l'équipe américaine, est trop cool. Il a plein de sujets intéressants à suivre. Il est face au racisme, n'a pas le droit de jouer comme il veut. Il est pauvre. Il doit compter sur les efforts et les espoirs de sa grand-mère pour pouvoir aller vers les siens. Et il est mort d'envie de jouer contre Senna juste parce qu'il l'a vu. Donc il a un sacré esprit sportif. Il est hyper intéressant et de bonne humeur. Et a un milliard d'obstacles sur le chemin. Le personnage a une présentation de zinzin. On a Yukimitsu qui se donne à fond parce qu'il sait qu'il sera pas prêt pour le match contre les Américains, mais veut être prêt pour le tournoi d'automne. C'est intéressant de le voir se donner à fond parce que c'est sa seule chance d'être dans un club de sa vie. Très cool. Jumanji, le chef des trois frères AA, qui est trop heureux d'être avec eux, qui est leur pote, qui fait tout pour les protéger, même quand son père les déteste et quand les médias les détestent aussi. Musashi, dont on va reparler, qui conseille les autres et se ment ouvertement, hein, dit qu'il aime plus le foot, mais fait plein d'efforts pour eux et pour les améliorer. Franchement, niveau personnage, il y a plein de trucs à raconter, ça avance bien, c'est excellent, il y a plein de promesses pour la suite. Malheureusement, le volume a un énorme vide au milieu, pas du tout intéressant. Les nains de l'équipe, donc Senna et Monta, partent à la recherche de Musashi, et on a le droit à un duel de tir au but, avec des équipes aléatoires, des personnages au pif, juste pour faire la révélation sur l'identité de Musashi à la fin. C'est pas nécessaire, ça traîne le cul pour pas grand chose, alors que le reste est trop bon. C'est trop chiant. Au niveau des personnages, ça marche bien. On a plein de promesses pour les matchs qui arrivent, le tournoi qui arrive et même l'après. Quand ça joue, soit c'est sur des matchs mous, soit c'est du tir au but qui n'a rien à voir. C'est tellement dommage comme construction. Parce que là, niveau personnage, on est servi, on s'amuse bien. Donc bah ça sera plus un B de dépit. Parce qu'évidemment il y a plein de B dans dépit. Parce que ben des bons persos au service de mauvais rebondissements.
Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Ichi the Witch pour terminer notre découverte de ces 2 volumes sortis d'un coup. Vous allez voir après et vous allez vous questionner. J'ai lu, 8 mangas cette semaine, alors qu'on est à une lecture par jour depuis un bon moment maintenant, que ce soit un manga ou un comics, ou une BD, mais ça c'est plus rare. Et hier, samedi, comme je n'ai pas fait d'escalade pour préserver un petit peu mon corps qui était fatigué, et beh, j'avais eu le temps de lire, donc j'ai lu 3 tomes, ce qui fait que j'ai pu ne rien lire aujourd'hui et avoir quand même un tome de plus que d'habitude. Voilà, donc finalement on va avoir un bel épisode, hein. 8 mangas, un film et un roman, ça va être bien long. Et là, pour Ichi the Witch, on a continué à agrandir l'univers et à montrer son potentiel dans tous les sens. Pas grand-chose de plus sur les personnages en eux-mêmes. Descaras n'a pas spécialement, bougé, n'a pas apporté grand-chose de plus. Ichi, par lui-même non plus, mais par sa relation avec les autres et le fait qu'il soit très particulier, oui, mais on va en reparler. Et Kumugi, pour l'instant, assez peu. Mais il y a eu des choses bien cool encore une fois. Par exemple, la découverte du Magic, requin de glace, qui offre des choses bien différentes. Il a une épreuve et un caractère bien différents de ce qu'on a pu voir, jusqu'ici, qui apporte, pas mal d'humour tout en étant, bah, sérieux puisque ça colle à son caractère. On a donc un concours de stylisme par rapport à lui, c'est rigolo, c'est bien trouvé. Ça a apporté un mini flashback autour de la chasse poussée à son paroxysme, qui a créé une façon très différente de voir les choses, plutôt que de juste styliser avec des accessoires, styliser directement depuis l'intérieur. Je vous déconseille de tenter ça si vous n'êtes pas à l'aise avec votre style vestimentaire, d'ailleurs ça risque d'être assez limite, mais ça marche bien comme arc. C'est rapide, c'est facile, ça montre que la façon de penser différente de Ichi colle très bien à cet univers. Nouvelle question générale de toutes les sorcières par rapport à Ichi, entre le dévoiler ou le cacher. Un choix est plutôt évident, vu à quel point il est utile et rapide pour aider. Mais on découvre une sorcière a un pouvoir cohérent avec son caractère, hein, elle maîtrise la glace, et en même temps, bah, elle est hyper stricte dans tous les sens, elle a un sacré niveau, elle est bien plus posée, calme, mais froide que Descaras, et elle pourrait être limite la prochaine chef des sorcières. À voir si c'est un teasing subtil, ou si c'est juste pour la présenter. Et j'aime bien son caractère de grande chef un peu sadique. Elle veut tout gérer, elle veut faire apprendre Aichi à sa façon, en le bridant de fou, en le posant à l'école, en le rendant érudit de la façon dont elle aime, parce qu'il est érudit. Juste c'est de manière sauvage et dans la chasse, mais ça reste des connaissances. Beaucoup plus pratique que théorique. Et donc on a un duel entre eux pour savoir comment sera faite l'éducation de Ichi chez les sorcières. Les deux doivent chasser des champignons, et ils le font avec des méthodes très différentes, hein. Il y en a un en pure poursuite dans la forêt, en un contre un, en connaissant les champignons, et l'autre en faisant une zone bien rangée pour protéger, en attaquant bien de manière ciblée, en étant intelligent. C'est rigolo, mais pour l'instant, ça sera mis de côté parce qu'on développe et découvre surtout un nouveau Magic qui est anti-monde, qui est ultra terrifiant dans son chara design et dans son caractère, et qui fait frémir le premier Magic qui a chopé Ichi alors qu'il avait un sacré niveau de ce qu'on sait. Donc en vrai, on a de très bonnes choses dans ce début de manga. Des épreuves qui peuvent être dans tout et n'importe quoi, avec des Magic et des caractères très différents. Des questions évidentes sur Ichi qui doit être montré au plus grand monde. Des sorcières qui peuvent être un peu différentes et qui peuvent avoir des idées très fermées, c'est ce qu'il faut faire d'Ichi.
des méthodes très différentes dans la chasse au magic, et surtout des magics surpuissants et terrifiants, mais qui sont tellement stylés. J'avais pas vraiment de souvenirs de ces premiers volumes, mais j'ai passé un bien meilleur moment que ce que j'avais imaginé. Ensuite, j'ai lu le volume 8 de High Shield 21. C'est le premier sur lequel je prends autant mon pied depuis les deux premiers. Je l'ai trouvé très prenant, alors qu'on est à 100% dans un match. Et jusqu'ici, c'était pas les points où ça brillait le plus. Donc je suis content d'avoir pris à nouveau du plaisir sur une partie qui pour moi était plus faible. On a Senna qui est toujours très motivé, qui est de plus en plus souvent, en plus d'être la pièce centrale, une pièce moteur, ce qui est différent, tu vois, d'être à l'origine des idées ou des avancées, ou de pouvoir les concrétiser et d'aller jusqu'au bout, parce que c'est de lui que vient l'idée pour bloquer les passes absolument gigantesques de l'équipe adverse. C'est bien trouvé, ça implique pour lui d'entrer dans des confrontations physiques qu'il n'avait pas du tout prévues et qu'il a dû appréhender plus tôt. Ça marche bien. J'apprécie beaucoup l'affrontement au niveau stratégique qu'on a entre Iruma et le coach de l'équipe américaine, parce que ça fait passer le coach pour un sacré débile, et ça tombe bien, parce qu'il est raciste. Donc, bah, il le montrait déjà de lui-même, qu'il était débile, mais c'est plaisir de le voir se faire rétamer comme ça, au niveau des plans, grâce aux blitz qui changent constamment, et qui ont des messages codés pour les montrer, bien différents. Juste un truc qui m'a questionné, pourquoi est-ce qu'il traite la copine de Senna, j'ai oublié son nom évidemment, de grosse vache, juste parce qu'elle mange 3 Mikado? Alors, je veux bien que ça soit une autre époque, d'il y a 18 ans. Je veux bien que ça soit dans la culture japonaise, pour l'auteur, parce que le personnage là est américain, donc il est pas trop censé penser comme ça. Mais quand même, traiter les gens de grosses vaches parce que les gens mangent 3 Mikado. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le manga ou quoi, mais ça m'a perturbé, ok? Fallait que ça sorte. J'ai bien aimé aussi que la ligne se donne vraiment à fond, en ayant chacun leur propre objectif. Celui du grand frère AA, c'est de permettre à ses deux autres potes de démontrer que c'est pas des immenses merdes et qu'il a raison de traîner avec eux. Et oui, c'est ça le principe d'une équipe. Tout le monde doit avoir des objectifs communs qui tendent tous vers la victoire. Ça marche bien. D'autant plus que c'est par des mini pas qu'ils font dans le match en créant un minuscule écart entre les défenseurs pour que Senna puisse tracer. Ça marche bien. Et surtout, on a le droit à un vrai duel de vitesse entre Panther et Senna, et c'est grave prenant à voir. Parce qu'il y a des gros coups de vitesse dans tous les sens, il y a du désespoir, et il y a encore une super idée stratégique pour contrer la méthode plus que la vitesse, et surtout profiter du fait qu'il soit inexpérimenté, puisqu'il n'a jamais eu le droit de jouer. Et surtout, grosse réussite au niveau du personnage d'Apollo, on nous l'a montré comme un gros raciste. Il est toujours de manière raciste et nulle envers les Japonais, en les traitant de macaques ça n'a pas bougé. Par contre, son racisme est expliqué. C'est pas une justification, ça retire rien de ce qu'il a fait, mais l'explication rend ça un peu plus compréhensible. Il a pas eu la moindre chance de jouer dans sa carrière parce que il était biologiquement moins bon et que même en faisant des efforts de dingue, il a jamais pu avoir sa chance. Mais le problème, c'est que il a pas compris le souci. C'est juste qu'on lui a pas laissé sa chance, le problème. Pas que d'autres étaient plus forts que lui biologiquement. C'était intéressant, c'était prenant, c'était de l'évolution. Le match est cool, il y a des très bonnes actions, et surtout, on a le droit à des personnages en même temps. Et c'était ça le problème, les deux étaient pas liés jusqu'ici. Là, ça commence, c'est trop cool. Et enfin, je pensais pas du tout que ce serait la dernière œuvre en la lisant hier après-midi, mais j'ai rien eu le temps de faire depuis. J'ai lu le volume 8 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 5 Golden Wind. C'était cool de pouvoir lire 3 mangas différents dans la même journée. Ça risque pas d'arriver avant un petit moment, vu mon rythme de consommation habituel.
et ce n'était malheureusement pas un bon retour. J'appelle ça un retour parce que j'achète quelques tomes, tous les mois, ce qui fait qu'avec mon rythme d'achat normal, on devrait finir Golden Wind pendant le mois de mars et donc ben, pouvoir tout enchaîner, hein. La 6 on en a déjà lu et on en a parlé et donc enchaîner la 7 et la 8. Et mon frère va pouvoir tout enchaîner d'un coup parce qu'il lit plus vite que moi, qu'il a pas lu la 6 parce qu'il attendait la 5, il va pouvoir tout enchaîner très vite, ça va être cool pour lui, il va kiffer. Mais pour moi, pour l'instant, Golden Wind, c'est pas une grande réussite. C'est, je pense, sur les 6 premières, la deuxième que j'aime le moins, ce qui n'est pas foufou. Pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, il reste encore, on en est à la moitié, à peine. Ça fait 4, 6, 3, 1, 5, 2. Bref, pas un bon retour. On a un nouvel assassin qui les poursuit. Il commence de manière très mystérieuse, donc très intrigante et très prenante. Il prend du sang de Bluno. Il le fusionne avec une inconnue qu'il trouve dans le train basé sur son caractère parce que c'est à l'intéresser. Il se sert de ça pour créer une sorte de bébé qui va grandir, qui est un stand automatique, qui doit apprendre petit à petit, qui pose directement des questions de découverte de la vie à celui-ci. C'est très intriguant, c'est hyper cool, c'est original. Ensuite, on a un plan très sympathique de la bande à Jojo pour brouiller les pistes avec les voitures grâce au pouvoir de Giorno pour ne plus être suivi. Ça marche très bien, j'aime beaucoup leur plan global de poursuite. Et après, on a un 1 contre 1 que je n'ai pas aimé du tout et qui était bien long. Parce qu'on a un combat donc entre ce stand automatique et Giorno, avec un long moment d'incompréhension sur le pouvoir, l'invisibilité de l'adversaire. Et je l'ai toujours un peu, alors que pour moi le combat est terminé, parce qu'en gros, il défragmente les êtres humains en plein de petits carrés, qu'il se sert de ça pour se cacher, je n'ai pas trop compris comment, et que bah, ça enlève la vie très facilement, parce que bah, tu retires un carré dans la gorge, il peut plus respirer, tu retires un carré dans la jambe, il peut plus bouger. C'est plutôt balèze, on peut pas se le cacher. Et donc, ben, combat hyper dur, Giorno peut plus respirer, il a plus de jambes, et il y a un autre souci je crois, il lui manque un œil. Donc plutôt compliqué. Bah on est dans la partie 5, donc dès que c'est vraiment compliqué et que les gens sont proches de la mort, ben ça sort des solutions du cul. Et là, ben c'est juste que on lui retire des bouts de lui-même, donc des bouts vivants, et son pouvoir c'est de créer la vie, donc bah il insuffle la vie dans les trucs et il se les aérocolle. Et puis c'est réglé. Évolution de son pouvoir, gagné. Un peu fort, pas très bien dosé. Je n'ai pas souvenir que ce soit ça dans les autres parties. Là, c'est beaucoup trop fort les ennemis, beaucoup trop abusé les solutions, sans juste milieu. Et au niveau des personnages, c'est pas un gros kiff. Giorno est un peu trop sûr de lui et ne fait pas grand chose. C'est un peu le cas de tous les Jojo. Donc vraiment, je me rabats un peu sur le reste de l'équipe. Là, le reste de l'équipe est un peu effacé. Mista a le droit à un flashback qui sort de nulle part, qui raconte qu'il aime la vie tranquille, qu'il a voulu protéger quelqu'un parce qu'il est sympa, que les gens adversaires de cette situation lui ont tiré dessus dans tous les sens, qu'il a esquivé toutes les balles sans le vouloir, juste en étant confiant, mais que c'est impossible à croire et que du coup il a fini en prison comme ça. C'est bizarre comme flashback, c'est de l'aura farming dans tous les sens, mais je vois pas trop ce que ça raconte. Et on passe donc à l'étape suivante du plan donné par le boss, où on a Mista et Giorno. J'ai l'impression d'avoir vu que des combats de eux dans cette partie, qui sont à la poursuite d'une enveloppe, dans une voiture, et qui se font geler la gueule. Mais c'était compliqué comme retour. Et voilà qui conclut cette semaine. C'était chargé en œuvre et l'épisode va être bien long, je pense. Hâte de voir la longueur après le montage. Parce que la dernière fois, on était déjà quasiment à 1 heure, la semaine dernière. J'ai l'impression de parler plus à chaque fois des œuvres et d'en découvrir encore plus, donc les épisodes vont être chargés. Normalement, ça devrait être plus calme la semaine qui arrive. J'ai un spectacle un soir, j'ai mes séances de grimpe, j'ai une compète, j'ai la finale à regarder après la compète.
Ça devrait calmer un peu les choses. Calma, calma. Je serai jamais à jour avant les Oscars, mais niveau lecture, on va bien avancer, je pense. À voir si je termine South Park saison 27 que j'ai commencé il y a un petit moment, si je termine Donkey Kong Bonanza le DLC, si je termine Le Traître de Nicolas Flamel tome 5. Voilà, les gros trucs en cours, sinon bah les mangas on continue. Qu'est-ce qu'il me reste à lire dans ma pile là? Bah Jojo, Golden Wind, il me reste Ines, High Shield 21, et j'ai toujours des comics de ce mois-ci que j'ai pas lu, alors qu'on est le 22. On a de quoi faire, bref. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, pouce bleu, étoile sur plateforme de podcast. On se revoit dimanche prochain, 15h, pour l'épisode 9 de 2026 de la lumière pop de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à commérer bientôt.